pas envie de me replonger dans Metal Gear Solid pour son scénario qui est incompréhensible en demeurant. Mais par contre, pour le gameplay des phases d'infiltration, j'ai envie de ressentir cette difficulté qui sera moindre maintenant à mon âge. J'aimerais bien ressentir ça, ressentir l'atmosphère du jeu. En fait, on n'a pas parlé du game design, mais en vérité, les plateaux de jeu, en fait, c'est pensé comme des plateaux, et c'est extrêmement bien pensé. Les phases d'infiltration, c'est par plateau, c'est par séquence, c'est un peu comme des puzzles. C'est quand vous comparez le tout premier sur NES et les versions 3D, on sent que sur NES, tu sais, quand tu passes d'un endroit à un autre, c'est comme des plateaux. Tu vois, c'est page à page. Et donc chaque petit plateau est un niveau. Et là ça se ressent aussi dans les versions 3D. Donc c'est très bien, hein, c'est des puzzles en quelque sorte. Il faut comprendre par où passer. Et voilà, après ça. Et en soi, moi, si je pourrais conclure là-dessus, et ben, un petit peu à la manière d'un Zelda, c'est un très bel ode en fait à la culture européenne. Oui. D'ailleurs, ouais, moi je conclurai, de toute façon je vais l'acheter vendredi. Je connais les lacunes, je sais que je vais encore comprendre mon scénario et je vais encore me forcer à comprendre. Je vais adorer y plonger, et surtout le 2, parce que j'achète la collection 1, 2, 3 pour jouer au 2. Parce que le 2, c'est celui auquel j'ai le moins joué, alors que je le trouve esthétiquement très intéressant, et c'est celui, moi, qui m'avait fait rage quit quand j'étais jeune, où je dis mais je ne comprends rien, et cette fois-ci, je veux affronter le 2. Je veux savoir, parce que là, ça y est, avant je lisais pas, j'étais vraiment un débile mental, maintenant c'est fini, je suis plus un débile mental. Donc si jamais je comprends pas, c'est comme les livres, je répète ça toujours, lisez un livre à voix haute, si vous butez sur les mots, c'est qu'il est mal écrit, dans les 3 premières pages. Si vous avez l'impression d'être un génie de la lecture à voix haute, c'est que le livre est bien écrit. Ce n'est pas la responsabilité du lecteur, c'est la responsabilité de l'écrivain, la fluidité de lecture. Et je pense que le scénario c'est pareil, quand on ne comprend pas, c'est que c'est mal écrit. Donc j'ai hâte de vérifier et j'espère que vous aussi, que ça vous aura donné envie de vous y replonger, puisque ça arrive. Super. Bon bah c'était un excellent backtest. C'est sympa. Moi tu m'as fait un exposé, je te dis. Merci Teddy et Pierre. C'était vachement intéressant. Du coup je vais reprendre plusieurs points, j'espère qu'on m'entend bien. Parce que là, mon portable est assez éloigné quand même de moi et j'ai la gorge en feu. Donc j'espère qu'on va m'entendre, sinon je la referai plus tard. Là c'est un peu pour poser mes idées du coup par rapport à ce qui a été dit dans la vidéo. Je vais revenir sur 2-3 points je pense en tout. Donc il y a l'histoire des scénarios manga, animés, scénarios japonais en général. Alors ça c'est un point hyper intéressant que moi je retrouve aussi beaucoup dans beaucoup d'œuvres que j'ai lues, que j'ai regardées depuis que je suis une grosse mise. Et il y a aussi ce point sur les émotions et comment sont traitées les émotions en général dans la fiction japonaise. Ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait dessus. Donc je vais d'abord faire celui-ci en premier puisque là j'ai juste de finir l'épisode de Backtest, donc c'est un petit peu plus chaud pour moi et je vais peut-être arriver plus à mettre mes idées en place. Parce que là je suis en voiture donc j'ai pas pu écrire, j'ai pas pu noter des trucs, de toute façon j'aurais pas noté dans tous les cas des trucs. Là c'est vraiment, ça va venir en impro comme ça. Par rapport aux émotions, ce qu'a dit Teddy et ce qu'a dit Pierre aussi est très vrai. Les Japonais en fait ont une manière assez impressionnante d'arriver à s'exprimer même que ce soit mentalement ou verbalement. Parce que moi j'ai aussi regardé des vidéos, je sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui ont déjà regardé ce type de vidéo, mais en fait c'est des expériences, comment on appelle ça, expériences sociales mais au Japon. Donc en fait il y a des acteurs qui vont jouer des trucs et en fait on va filmer pour voir ce qui se passe, comment les gens réagissent autour, comment est-ce que les Japonais réagissent à ce type de comportement en particulier alors que c'est faux, c'est une mise en scène. Et ça c'est assez impressionnant parce que quand on regarde ces vidéos qui sont tournées par des Japonais, qui sont faits du coup au Japon directement, c'est pas... Là il n'y a pas d'Européens qui sont en charge du truc. En fait on se rend compte que les Japonais en fait sont très
ils arrivent vraiment bien à exprimer leur ressenti, ils arrivent très bien à s'exprimer, même des gens lambda comme ça qui sont dans la rue comme ça et qui voient une scène assez choquante, quelqu'un qui essaie de se suicider, un père qui agresse son fils parce qu'il lui dit que c'est un bon à rien, parce qu'il n'a pas réussi à finir ses études, des trucs comme ça. On se rend compte qu'en fait, les Japonais sont hyper communautaires et ils ont beaucoup d'empathie, malgré ce qu'on peut dire, malgré tout ce qui peut être dit. Les Japonais ont quand même beaucoup d'empathie et le tatamae en fait est présent, mais surtout dans le cadre assez professionnel. Et en général, dans la rue, il y a quand même quelque chose qui est capable de se libérer, que ce soit dans des endroits clos ou des endroits ouverts. Certaines personnes sont quand même plus aptes à s'exprimer sur certains sujets s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui est dans une mauvaise posture ou qui voit que la personne est en train de se faire limite harceler. Il y a quand même une certaine réaction. Alors je sais que ça peut paraître contradictoire parce qu'on voit beaucoup que dans les écoles japonaises par exemple il y a beaucoup de harcèlement, que en général les professeurs s'en foutent ou alors que rien n'est fait. Mais je pense que c'est surtout en surface et qu'on ne sait pas vraiment par rapport à l'information qui nous arrive, c'est assez compliqué de voir ce qui est vrai de ce qui est faux. Et en fait après peut-être que je sais pas et qu'en fait cette chaîne YouTube que je regarde où ils font des expériences sociales, peut-être qu'en fait tout est mis en scène et que c'est pas vrai et tout, on peut pas savoir. Moi ce que j'ai vu c'est que ça avait l'air d'être des personnes qui étaient lambda et qui réagissaient comme leurs valeurs leur demandaient d'agir et comment leur mode de comportement leur faisait agir. Donc c'est quand même assez surprenant, surtout quand on voit beaucoup que les Japonais sont très seuls, que ça se ressent aussi beaucoup dans les animés, que en fait il n'y a pas beaucoup de relations sociales et tout. Ça englobe beaucoup de problèmes de la société japonaise, mais je pense que les Japonais sont quand même très différents des Européens par rapport à ça. Ils ont cette capacité à s'exprimer et à comprendre leurs émotions, peut-être dû à la religion, peut-être le shintoïsme, tout ce qui est comme ça, leur permet peut-être plus de savoir quelle émotion les traverse en premier, quoi. Peut-être l'école aussi, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup que les écoles, que ce soit de la maternelle au primaire, sont très intuitives pour les enfants. Ils apprennent beaucoup de choses, ils sont très tôt aptes à faire des choses seuls. Donc je pense que ça aide aussi à faire en sorte que tu arrives mieux à comprendre tes émotions, à comprendre pourquoi tu es bien, pourquoi tu n'es pas bien. Et du coup, oui, dans ce cas-là, c'est vrai que nous, on a... Comme quoi les whips sont timides et que c'est pour ça que la plupart des gens qui y a 10 ans de ça, parce que moi j'ai connu les mangas quand c'était 10 ans de ça, et moi j'étais considérée comme bizarre parce que j'aimais les mangas. Et en fait, dans les mangas, je retrouvais quelque chose que je retrouvais pas en fait chez les gens de ma tranche d'âge, des trucs qui étaient assez intéressants pour moi, qui étaient aussi c'était aussi la même expérience du côté des gens qui aimaient les mangas comme moi. Il y avait quelque chose qui était différent, c'était pas du tout pareil que ce qu'on voyait en fait, même au niveau de la littérature au DVD. Il y avait un autre type de communication, c'était pas du tout pareil. Et du coup, j'en viens en fait à penser, j'en viens à me demander, parce que j'ai eu plusieurs cas, plusieurs expériences, que ce soit de mes amis à moi ou d'autres personnes de mon entourage qui ont eu des expériences un peu bizarres. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que les mangas et les animes modifient nos expériences sociales. Qu'en fait, il y a des gens qui vont agir différemment de la société européenne, qui vont faire comme s'ils étaient dans un manga, comme s'ils étaient dans un animé, alors que c'est pas du tout les mêmes codes que ce qu'on a aujourd'hui, et qui vont trouver ça normal, alors que les gens c'est limite des autistes, quoi. Et en fait ils ont un problème communicatif extrêmement poussé, et de là à croire que ce qu'ils font c'est normal, et que voilà, quoi. En gros ils se comportent comme dans un anime shoujo là où c'est hyper bizarre, que oui les filles sont ultra timides, qu'en fait
il y a surtout des garçons chez nous qui sont un petit peu aptes à reprendre à croire des choses comme ça, alors que c'est pas du tout vrai, parce que même au Japon, les filles sont pas du tout comme ça, je crois, de base, que ça a été assez débunké. En fait, les filles sont pas trop comme ça, c'est juste qu'en fait, vu que les otaku au Japon sont très mal vus, je pense qu'en fait, les personnes qui créent les mangas savent pertinemment que ça va attirer ce type de personnes, et que c'est vendeur de représenter les choses comme ça, même si c'est pas toutes les fictions et toutes les histoires qui ont ce type de scénarisation où en fait la fille est timide et en gros c'est très compliqué, il faut faire je sais pas quoi, les trucs un peu à la School Days. Je sais pas s'il y en a qui connaissent School Days, mais ça c'est vraiment un truc qui je sais pas, qui a traumatisé, qui a changé des modes de mentalité, mais franchement, je pense qu'à trop grande dose, si tu consommes beaucoup trop ce genre de contenu, mais en fait ton cerveau il va commencer à croire que la vie c'est comme ça, quoi. Et ça pour tout, mais là je parle dans connaissance de cause parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec des otaku et des weebs européens, hein, des français. Il s'avère qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et c'est très très étrange, quoi. C'est comme l'extrait qu'a mis du coup Megan dans le montage, où en fait le mec suit la meuf et la meuf lui dit mais pourquoi tu me suis et tout machin, et en fait il y a des gens en France qui font vraiment ça parce qu'ils croient que en fait la meuf elle a envie qu'on la suive, je sais pas, un petit peu aussi ce truc par rapport au hentai, comme quoi secrètement la meuf elle a envie de se faire violer, des trucs un peu chelous comme ça qu'on trouve vraiment dans les hentai. J'ai l'impression que ça se transpose à ceux qui regardent trop en fait ce genre de contenu, et que ça les parasite, vraiment que ça les parasite, qui pensent vraiment que la vie c'est comme ça, qu'il faut faire des trucs un peu bizarres pour que ça marche. J'ai plusieurs exemples en tête parce que j'ai une amie très proche, ma meilleure amie, qui a eu une histoire un peu bizarre avec un mec qui a 30 ans, il est toujours chez sa mère, un mec un peu bizarre, un petit peu malade dans sa tête, hein. On va pas se le cacher. Il était un petit peu malade dans sa tête. Et en fait, pour lui, parler avec une fille tous les jours, sans qu'il y ait de preuve d'amour ni quoi, c'était considéré comme étant en couple, quoi. Donc là, déjà, on voit qu'il y a une espèce de fossé qui se crée, que les gens ils croient qu'en fait c'est comme dans les animés, que ouais, si la meuf elle a un quelconque intérêt pour toi, ben, elle est forcément amoureuse de toi, mais vu qu'elle est timide elle peut pas te le dire, ou je sais pas quoi, enfin bref, il s'invente des trucs et ça part vraiment en vrille, à tel point que le mec il avait envoyé un espèce de tableau Excel à ma meuf, à ma pote. Il avait envoyé une espèce de tableau Excel à ma pote, et en fait sur le tableau Excel il y avait plusieurs actions qui étaient écrites, et en fait il était prêt à la payer pour par exemple être en couple avec elle. Donc en gros sur le tableau Excel il y avait marqué je te paye 600 balles par mois pour que tu sois en couple avec moi, et après il y avait plein d'autres trucs, il y avait des trucs sexuels, il y avait faire des nudes ou je sais pas quoi, et le mec était prêt à mettre de l'argent pour avoir un gâcher de ma pote, quoi. Et là quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est quoi ce bordel. Et là après on en a beaucoup parlé avec elle, et en fait c'est vrai que ça rejoint un petit peu tout ce truc de Sims, de mecs qui pensent qu'ils sont en couple avec une meuf alors qu'elle fait juste du contenu sur internet, qu'ils sont amoureux d'elle, on sait pas pourquoi, parce que en fait ils pensent qu'il y a un contact avec elle alors que c'est pas vrai, c'est de la parasociabilité. Mais du coup je pense que d'un côté les animés et les mangas ont un petit peu amplifié ce truc aussi, et que ça a créé une espèce de génération bizarre où les mecs sont complètement, mais pas que les mecs, hein, parce que je pense qu'il y a aussi des meufs comme ça, mais moi j'étais un petit peu dans ce cas-là quand j'étais au collège et tout. Moi j'étais hyper bizarre comme meuf, genre j'arriverais pas
pas forcément à décrire exactement comment j'étais, mais j'étais quelqu'un d'hyper bizarre. Moi, j'aimais pas me socialiser. Genre, je disais que les autres c'était des cons, machin. J'étais dans la. Enfin, excusez-moi parce que j'ai les oreilles bouchées et quand je parle, ça fait bizarre. J'étais un petit peu dans la haine de l'autre, d'une façon exacerbée. Mais je pense que c'était dû aussi parce que je n'arrêtais pas de consommer des espèces de contenus bizarres. Parce qu'en fait, dans les animés, ce qui est assez représentatif, et là, du coup, on passe un petit peu sur le scénario, c'est que des fois, les scénarios sont vraiment bizarres. C'est, en gros, t'as un mec et tout le monde est contre lui, quoi. Moi, j'étais un petit peu dans ces genres d'animés-là, parce que, en fait, ce qui est assez flagrant avec les animés, c'est que des fois, tu vas avoir un scénario qui est vraiment, vraiment manichéen dans l'hardcore, quoi. En mode, oui... par exemple, on va prendre l'exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de quoi on va prendre Elfen Lied, parce qu'Elfen Lied, c'est un animé que j'ai lu, que j'ai vu quand j'étais assez jeune quand même, j'étais au collège. Et Elfen Lied, c'est ça en fait, c'est une meuf, elle se transforme, tout le monde est contre elle, elle se fait rechercher par une espèce de... société, parce qu'en fait c'est une cobaye, c'est des humains qui ont été modifiés, donc du coup elle est recherchée et tout, sauf qu'en fait avant elle était dans une école et il lui est arrivé des conneries, elle s'est fait harceler et du coup vu qu'elle s'est fait harceler elle a tué tout le monde, elle les a tous butés parce qu'il avait buté son chien, genre voilà, c'est beaucoup des trucs hyper négatifs où en fait il arrive des dingueries au personnage principal. Et en fait, tu ressens cette haine-là du personnage, tu la ressens, et ça se transpose en fait sur ce que tu ressens des autres. Parce que déjà, quand t'es timide ou que t'es un petit peu différent de la normale, ben en gros, c'est évident que les gens ils vont te tomber dessus, quoi. C'est évident. Donc du coup, toi, vu que t'as la haine, et que tu vois en plus des trucs qui te montrent bien qu'avoir la haine, tu vois, c'est ça, mais du coup, t'as encore plus la haine, du coup, t'es dans une espèce de boucle, et t'as tout le temps la haine, t'es dans la haine de l'autre et du coup t'arrives pas à t'en sortir. Et ça me fait penser un peu à ça et je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont été un petit peu choqués. Alors je sais que les mangas c'est pas que notre génération, mais je sais pas si les générations d'avant c'était comme ça ou j'arrive pas trop à me situer par rapport à ça. Mais nous c'est vrai qu'on a été l'une des moi en tout cas quand j'étais plus jeune à la télé il y avait Nana, il y avait Fullmetal Alchemist, il y avait Black Butler, et en fait c'est vrai que ces histoires sont quand même assez dark, hein. FMA c'est assez hardcore comme histoire. Black Butler bah, c'est assez hardcore aussi, hein. Ouais. Après il y a quoi, il y a Nana, bon là on est dans le truc de ouf, quoi. La meuf elle se fait violer, elle tombe enceinte, elle aime plusieurs mecs, on sait pas trop ce qui se passe. Donc là on est un petit peu dans le what the fuck, quoi. Et à côté de ça t'avais des trucs hyper mignons, genre qui passaient sur Midi des Zouzous, genre Magical Doremi, tous les trucs un petit peu de Magical Girl là. Et c'est vrai que moi je pense que ça m'a un petit peu modifié le cerveau, hein, on va pas se le cacher, surtout que moi j'ai regardé aussi des hentai très très tôt dans ma vie. Et ça je pense que ça a été une assez grosse erreur. Parce que je pense que ça m'a complètement bousillé le cerveau. Je pense que ça a bousillé le cerveau de beaucoup de gens en fait. Et c'est de ça que ça vient, c'est que je me pose réellement la question de savoir quel est l'impact réel de ces différences sociétales entre les mangas, entre le Japon et la France. Et le fait que les mangas en fait modifient modifient notre vision sociale des choses, alors que c'est pas du tout les mêmes codes que chez nous, que chez eux, quoi. Et et des fois je me dis mais c'est quand je vois jusqu'à quel point certaines personnes peuvent aller, je me dis mais c'est vraiment des fous, quoi. Et parce qu'au Japon on a aussi ces types aussi de personnes qui sont complètement folles, qui savent pas trop comment communiquer avec les gens, et en fait on sait pas trop ce qui se passe. Les mecs qui volent des culottes, bon voilà quoi.
leur hobby, quoi. Bon, après là on rentre dans des trucs un peu bizarres. Aussi on pourrait parler du sexe. Comme quoi au Japon tout est axé sur le sexe alors qu'en fait les mecs ne baissent pas, ils sont complètement amorphes. Ils ont une espèce de manque en fait, et tout ce manque se ressent au niveau de tout, quoi. Parce que quand on suit les doujines, notamment aux comiquettes, dans les comiquettes là qui sont 2 fois par an, apparemment comparé à une dizaine d'années, il y a de plus en plus de hentai dans les comiquettes en doujin. Et avec ma pote on se demandait, on se disait mais en fait ça veut dire, ça témoigne qu'en fait les gens sont les japonais et les otaku en général, puisque en général c'est les otaku, ceux qui font les fanarts et tout, c'est des mecs qui kiffent, mais eux en fait n'ont aucun rapport sexuel, parce que s'ils ont besoin à ce point-là de faire du hentai, et qu'en plus ça se vend, parce que s'ils le font c'est qu'il y a des gens qui achètent, qui ça se vend, ça veut dire qu'en gros les mecs sont en misère sexuelle x 10 000, quoi. Et du coup c'est assez paradoxal, puisqu'en fait il y a du sexe partout, mais les mecs ne baissent pas. Et ça transmet une espèce de haine viscérale, que ce soit des femmes ou je ne sais quoi, de la société en général, qui se ressent d'ailleurs dans pas mal d'animes là que je pourrais pas citer comme ça, parce que par exemple je sais pas, il y a des trucs du style Kill la Kill, Darling the New Frank, c'est des trucs un peu bizarres comme ça, qui essayent de parodier, mais en fait tu vois que derrière il y a une espèce de vérité cachée, qu'en fait personne n'a le droit d'en parler parce que c'est vraiment bizarre, hardcore. On est vraiment dans ce truc là un peu chelou. Et j'ai l'impression que c'est de pire en pire, franchement. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Alors il n'y a pas que des trucs négatifs, hein, parce que là je parle de ce qui en ressort par rapport à ça, mais je trouve quand même que le fait de pouvoir exprimer ses émotions d'une manière aussi claire qu'un japonais, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Mais le problème c'est qu'on n'est pas dans le même type de pensée, on pense qu'on n'a pas trop le même cerveau, aussi le cerveau n'est pas paramétré pareil qu'en Europe et aux États-Unis. Donc ça joue au fait sur le fait qu'il y a des choses qui sont peut-être sûrement pas compatibles avec nos modes de vie, nos sociétés. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut s'inspirer, de pouvoir en fait analyser ses émotions et ne pas les garder pour soi, parce qu'en fait il y a moi je regarde beaucoup de contenu idol aussi, et on a beaucoup ce truc de se surpasser, toujours ne jamais abandonner, avoir confiance en soi, ne pas craindre d'avoir des doutes, qu'avoir des doutes c'est normal, mais qu'il faut arriver à les dépasser pour s'élever à vraiment un autre niveau. C'est vraiment des valeurs qui sont intéressantes à garder, et qui sont beaucoup présentes dans les trucs d'idol. Du coup, je me demande. Pardon, excusez-moi. Et du coup, je me demande, vu que c'est quelque chose qui est prôné par les idoles et que, en fait, la confiance de soi, je me demande si c'est pas plutôt le fait que ce soit des hommes qui aiment ce genre de choses. Je sais pas plutôt si c'est pas parce que les hommes au Japon sont très mis sous pression et qu'en fait ils ont besoin de cette motivation en fait donnée par les idoles, parce qu'en fait c'est un peu ça, hein. Quand on regarde un truc d'idol, on est motivé, on a l'impression qu'on suit vraiment une histoire incroyable qui n'est pas qui est très motivant, puisqu'on suit l'évolution en fait des idoles en général, que ce soit des idoles fictives ou des idoles seiyuu ou autre chose. Et en fait je pense que le fait que beaucoup d'hommes aiment ce genre de choses, ça évoque surtout le fait qu'il y a beaucoup de pression chez les hommes au Japon, et qu'en fait ils sont obligés de... Le seul moyen de se sentir bien, c'est de regarder un truc en fait qui les motive, qui les aide au quotidien à garder le cap en fait sur leur vie, quoi. Parce que quand tu vois la dose de stress qu'il y a au travail au Japon, c'est quand même assez abusé. Et je pense que c'est vraiment dû à ça. Je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire. Le mec il est arrêté en plein milieu du truc. Non mais what the fuck. Bon bref.
pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec ça. Et leur société, je pense, est quand même... il y a quand même un truc bizarre avec leur société, que ce soit par rapport à la relation homme-femme ou la relation au travail ou à la famille. En fait, le tatamae est en train de disparaître, d'essayer peut-être de disparaître de plus en plus. Mais il y a toujours des freins parce que ça fait partie de leur culture profonde. Il y a toujours des freins et en fait, c'est ça qui leur pose problème. Bon, c'est déjà 25 minutes que je parle sur le premier sujet. Je pense que je vais couper et je parlerai de l'autre sujet dans une autre vidéo. Parce que là, sinon, ça va être beaucoup trop long. Après, je sais pas. Parce que... Bon, après, 40 minutes de moi qui parle. Après, il y a la route. C'est quand même joli. Bon, bref. Du coup, je vais couper. S'il y a peut-être d'autres sujets à aborder, c'est peut-être certain, même sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Du coup, la prochaine vidéo, ce sera, enfin le prochain moment, ce sera sur les scénarisations japonaises, les scénarios japonais, japonais. Donc, on va voir ce que j'ai à dire dessus. Allez, salut les meilleurs, salut les Mongols.